Le samedi 1er mars, la commune de La Roche-Chalais, en partenariat avec l'ENA, l'école des naturalistes d'Aquitaine, a organisé un débat public sur la forêt. À l'heure des changements climatiques et de l'effondrement de la biodiversité, la question de la gestion durable de la forêt de la Double est plus que jamais d'actualité. L'objectif principal de cette soirée était de réunir le plus grand nombre d'acteurs du territoire, propriétaires forestiers, élus, citoyens. Les intervenants de la soirée ont apporté des éclairages différents et complémentaires sur l'histoire, les menaces, mais aussi les alternatives existantes sur l'économie et la préservation des forêts. Bonjour, je m'appelle Bernard Timonier et je suis habitant de l'Occitanie, en Bigorre, à côté de Tarbes, et propriétaire forestier dans la montagne ariégeoise. Et vous avez aussi une carrière professionnelle assez riche dans ces questions-là. Voilà, pendant une petite quarantaine d'années, j'étais enseignant dans des formations forestières de tout niveau et des formations à la gestion de la nature. Aujourd'hui, comment ça se trouve que vous êtes ici, dans la commune de La Roche-Chalais ? Il se trouve que j'ai une sœur qui suit le cycle de formation de l'ENA, qui est une association qui forme les volontaires à l'écologie forestière et qui introduit à la gestion des forêts dans un sens plutôt naturaliste. Et en plus, vous resterez ici dans cette soirée ce soir, qui est une soirée citoyenne ouverte au débat, aux échanges avec les citoyens d'ici et d'ailleurs. Oui, et puis j'espère qu'il y aura des avis, ça risque d'être des avis tranchés de part et d'autre, et qu'il y aura de la contradiction, mais aussi du débat, et qu'on arrive à des terrains d'entente. Aujourd'hui, je voudrais vous interroger sur ce travail que vous avez fait avec une association. Vous expliquerez un petit peu plus sur ce travail de captation de carbone par les forêts. Dites-nous pourquoi et comment ce projet est né. L'association s'appelle Sylvestre 09. Elle est basée dans le département de l'Ariège et plus précisément sur le territoire du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Et l'association œuvre à l'instruction de propriétaires forestiers, mais aussi de sympathisants et d'opérateurs en forêt qui sont plutôt tournés vers une gestion qui prend en compte l'écologie, la biodiversité, mais aussi l'économie, et qui souhaite assurer un revenu soutenu à la forêt. Bonjour, donc moi je suis Pascale Moulet, une des co-gérantes du groupement forestier citoyen écologique, ce qui s'appelle les Feuillus de la Double. Xavier Svan, coprésident de SOS Forêt Dordogne. Ce soir, vous êtes invité à cette soirée citoyenne à La Roche-Chalais. La question est la gestion de forêt. C'est vraiment votre domaine. Quel message vous voudriez transmettre pour les citoyens qui viendront ce soir à débattre, à échanger ? Alors pour nous, le message essentiel, c'est que l'usage et la culture de la forêt concernent tous les citoyens. Donc on espère intéressés par notre groupement forestier, une majorité de citoyens. Et la deuxième idée, c'est que c'est une hérésie de faire ça par la sylviculture industrielle et qu'il y a d'autres façons de réaliser des bénéfices économiques en cultivant de la forêt et en produisant du bois qu'en faisant coupe rase et replantation de résineux. Donc, votre exemple de votre... Oui, c'est bien l'objectif. Nous, on essaie de faire... notre objectif, c'est d'acheter ensemble des parcelles de forêt pour les gérer autrement. Et donc de faire en sorte qu'une majorité de citoyens se sentent concernés par cette problématique. Il y a environ un an, vous êtes venu à RLP. À l'époque, c'était la création de votre structure. Là, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire combien d'hectares de forêt vous gérez ? Comment ça a évolué, votre institution ? Alors, on est encore, on va dire, dans la première phase qui est la phase de développement. Mais on a commencé à 3 associés. Aujourd'hui, on est 27. Donc, c'est déjà quand même une montée en puissance et on est parti de 0 hectare et aujourd'hui, si on compte les achats qui sont en cours chez le notaire, on approche les 10 hectares. Donc ça se construit petit à petit, pas à pas, avec la participation de nos associés qu'on associe justement aux décisions importantes.
Et on veut vraiment que cet aspect décisionnel et collectif soit porté par le groupe. Voilà. SOS Forêt Dordogne a plusieurs antennes maintenant dans le département. Alors, ce n'est pas tout à fait des antennes, on est organisé de manière collective. D'abord, on existe depuis 4 ans bientôt maintenant. Et puis, c'est une association qui est reconnue, comme le groupement forestier citoyen écologique. Notre motivation première, c'est quand même contrer un petit peu la gestion industrielle de la forêt en Dordogne, qui consiste beaucoup et trop souvent à des coupes rases ou suivies de plantations, et la plupart du temps de plantations de pins maritimes. Donc, voilà. Donc, nous, c'est beaucoup de la diffusion d'informations, informer les propriétaires, informer le grand public, informer les élus pour leur donner des informations qui n'ont pas forcément par ailleurs. Donc on édite des documents, on organise des conférences, on organise des débats publics, on organise des balades en forêt, on fait tout ça et pour que les gens, surtout les propriétaires, soient en pleine connaissance de ce qu'on peut faire, et notamment dire que dans la Double et dans tout le département, là on est dans la Double, mais dans tout le département de la Dordogne, on peut faire de la sylviculture mélangée à couvert en continu avec un gain économique équivalent, voire supérieur à la gestion industrielle par coupe rase. Donc ça sera le message de ce soir. Oui, alors les auditeurs ne le voient pas, mais on a une jolie petite banderole Stop coupe rase, parce que c'est notre message principal. Mais au-delà de ça, c'est la préservation du vivant, c'est-à-dire on a un patrimoine écologique que représente la forêt en Dordogne qu'il faut absolument conserver. Et évidemment, c'est quelquefois un petit peu antinomique. On croit que c'est antinomique avec l'économie, mais on essaie de démontrer, avec des associations comme ProSylva par exemple, que la SMCC, sylviculture mélangée à couvert continu, permet aussi d'avoir des gains économiques et d'avoir une forêt en bon état. Et en Dordogne, la forêt est à 99% privée. Oui. Donc c'est pour ça que les actions sont assez ciblées vers les propriétaires. Oui, bien sûr, parce que ce sont les propriétaires qui sont censés décider in fine, et nous on les engage toujours à garder la main sur ce qui est fait dans leur parcelle, à s'informer et à chercher où est leur intérêt. Parce qu'avec cette fameuse sylviculture mélangée à couvert continu, l'idée c'est de garder le capital. Les coupes rases, à un moment, elles dilapident le capital, elles coupent tout. Et on attend après, alors ça dépend des choix qui sont faits, mais 25, alors 15, 25, 30 ans pour que le capital se reconstitue. Alors que la sylviculture que nous prenons, on ne coupe que les accroissements. Et de fait, le capital, il reste maintenu en permanence. Il peut même être augmenté parce que on favorise la production de gros bois. Et les gros bois, au mètre cube, on les paie plus cher. Donc le capital en termes d'euros, il va être augmenté par cette sylviculture-là. Donc on a aussi des intérêts économiques. On nous traite quelquefois avec des dindes d'écologistes, mais il y a un intérêt écologique à faire cette sylviculture mélangée à couvert continu. Mais ce qu'on veut prouver aux propriétaires, c'est qu'il y a aussi un intérêt économique et que les deux ne sont pas forcément opposés. Donc c'est une autre manière de gestion. Oui, et puis on peut être propriétaire et vouloir quand même garantir l'intérêt général. Et ce qu'on dit trop peu, c'est que les coupes rases, elles peuvent fragiliser les parcelles du voisin qui veut faire de la sylviculture mélangée à couvert continu. Parce qu'il peut y avoir des effets de tempête qui vont fragiliser l'équilibre des arbres, parce qu'il va y avoir plus de pression des herbivores, puisqu'ils ne peuvent rien manger sur la parcelle de pin, donc ils vont aller sur l'autre. Donc on fait ce qu'on veut chez nous, certes, mais dans certaines limites, parce qu'à partir du moment où ça implique des modifications sur la parcelle du voisin, c'est pas forcément légitime. Parfois, il y a un manque d'information, tout simplement. Oui, la forêt, quand on n'a pas conscience de tous les services qu'elle rend à l'homme, c'est quelque chose d'un peu abstrait où on va se promener, alors que les services qu'elle rend, c'est par exemple la gestion de l'eau, le cycle de l'eau qui permet de préserver des ambiances humides, qui régule le cycle des précipitations. C'est aussi la préservation de la biodiversité, et en Dordogne, la biodiversité, c'est aussi
aussi représenté par exemple par les champignons. Vous n'aurez pas de cèpes dans la forêt des Landes. Donc l'exemple des champignons, c'est un exemple, mais il y a tout un tas de vie dans les sols qui est extrêmement riche et qui permet justement de garder cette biodiversité. Et donc on a d'autres informations sur, par exemple, la prévention des feux de forêt. Là, on constate des raccourcissements des cycles de coupe qui font qu'on a des forêts qui sont toujours très jeunes. Or, c'est les forêts, par exemple, de pins maritimes très jeunes qui brûlent le plus souvent. On a aussi un autre cheval de bataille aussi, c'est qu'il y a une pression de plus en plus importante sur la production de bois, parce qu'on croit qu'on va remplacer les énergies fossiles par le bois. Or, c'est une énergie tout à fait écologique, à condition qu'on ne dépasse pas les limites de production de la forêt. Et il y a des gros projets, par exemple, ceux qu'on peut citer, c'est Biocil pour produire des granulés en Limousin, qui va impacter aussi la forêt de Dordogne. Mais il y a aussi, maintenant, on veut faire voler les avions avec du bois, en produisant de l'hydrogène et des biokérosènes, à partir de la biomasse. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on coupe des forêts avec des arbres tout petits, tout simplement pour faire du triturage, alors soit de la pâte à papier, soit ou alors quelquefois des palettes, mais aussi pour alimenter ces grosses usines qui vont remplacer en fait les anciennes centrales à charbon. Et c'est assez malheureux, parce que c'est pas fait pour ça. Le message qu'on peut faire passer, c'est la sobriété. Il faut évidemment moins consommer et moins produire. Le mot de la fin, c'est qu'on appelle les citoyens et les citoyennes de Dordogne à nous rejoindre soit dans l'association SOS Forêt Dordogne, soit dans le groupement forestier. On peut devenir très facilement associé dans notre groupement forestier en achetant une part à 100 €. Et c'est pas parce qu'on y met plus d'argent qu'on a plus de poids, puisque c'est une personne, une voix. Donc c'est aussi un outil de citoyenneté et de démocratie. Et aussi adhérer à ce modèle de gestion. Bien sûr, les propriétaires qui ont déjà des propriétés sylvicoles importantes, on les invite à changer leur mode de gestion s'ils sont en coupe rase, parce qu'on peut tout à fait le faire pour soi, dans son coin, et on sera bénéfique pour l'environnement, enfin pour le vivant, le monde vivant qui nous entoure. Merci. Et Merci. belle Merci soirée avec tous ces participants qui commencent à venir. Et à bientôt chez nous, à RLP, pour nouvelles émissions et nouveaux thèmes. Et je vous dis belle soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, alors je m'appelle Christophe Vigery, je suis paléoanthropologue de formation. Je travaille beaucoup pour le département de la Dordogne sur des phénomènes de construction de paysages. J'ai accompagné et j'accompagne encore des groupes universitaires, particuliers, etc. pour des lectures de paysages et des réappropriations de leur patrimoine par des localités ou des propriétaires ou des choses comme ça. Oui. Et cette soirée est vraiment consacrée aux forêts, aux gestions de forêts. Et comment un paléoanthropologue peut voir cette question avec le regard du passé et d'aujourd'hui? Alors le travail de l'anthropologue, c'est l'étude de l'homme du passé au sein de son environnement, comment il a géré son environnement, comment il s'est intégré ou pas à cet environnement. Et la forêt fait partie de cet environnement, particulièrement depuis environ 10 000 ans avec le dernier réchauffement climatique, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui et qu'on appelle l'Holocène, en gros. Et donc il est intéressant de voir quelles sont les sociétés qui s'en sont relativement bien sorties, de celles qui s'en sont très mal sorties, quel a eu l'impact de l'homme sur ces forêts dans le passé, aussi bien sur notre territoire qu'à des échelles plus importantes sur notre planète. Je peux peut-être apporter des points de vue, un éclairage particulier sur le temps long. Le problème de la gestion de la forêt, d'abord, c'est que nous gérons nos forêts depuis pas mal de temps avec comme étalon la vie humaine. Alors que la vie d'un arbre et la vie d'une forêt, c'est pas du tout la même durée de temps. Donc, à la limite, le regard de l'anthropologue peut être d'apporter cette vision du temps long que beaucoup de gens n'ont pas, et c'est pas un souci, je veux dire, mais parce que justement, notre regard, il est contemporain et il ne prend comme référence que ce dans quoi nous sommes nés
dans quoi nous vivons, et relativement peu dans ce que le paysage était il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 10 000 ans. Donc c'est un petit peu cette approche, je crois, que Bruno Wisniewski attend de moi, c'est à un moment donné de dire attention, ce que vous êtes en train de dire, etc., est une approche intéressante, mais qui est dans un temps extrêmement court. Regardons le temps long et regardons ce qu'il nous apprend. Et qu'est-ce que nous risque d'arriver selon le choix d'aujourd'hui ? Alors ça, c'est non prédictible. Le futur n'est pas écrit et il est impossible de dire aujourd'hui. Alors, il était certain que nous avons la chance, par rapport à nos grands-parents, d'avoir cette connaissance du passé, et c'est le regard de l'anthropologue qui peut le dire. Nous avons cette chance-là que n'avaient pas nos grands-parents, et de se rendre compte que certaines pratiques ont amené des vrais problèmes environnementaux pour les populations contemporaines. Mais on peut voir aussi qu'il y a eu des réponses très pertinentes de certaines sociétés qui ont réussi à gérer convenablement leurs forêts et en faire des ressources pérennes sur parfois des centennies, voire des millénaires, et que c'est possible aussi. Donc il est certain que nos choix contemporains vont déterminer le futur, aussi bien d'ailleurs des forêts que de ceux qui y vivent, c'est-à-dire nous-mêmes quand même, parce que bon, et c'est ce qui est quand même important, c'est quand même nous, c'est les êtres humains. Donc il n'y a pas de recette toute écrite, puisque nous devons vivre avec les forêts et les forêts doivent vivre avec nous. Le problème, c'est que nous légiférons souvent en considérant une situation, nous légiférons par rapport à une situation donnée avec une temporalité et que tout est dynamique. C'est-à-dire que cette même législation qui peut être tout à fait pertinente au moment où elle a été faite ne l'est plus 25 ans plus tard parce que nous sommes dans un monde dynamique. C'est cette réactivité qui nous manque un petit peu. Alors peut-être que justement ce genre de soirée citoyenne permet de remettre en perspective ces problématiques et que justement les spectateurs, les participants, parce que c'est plus des participants que des spectateurs, se réapproprient ces données, ce savoir entre guillemets, et intègrent cette donnée qui est le temps long, aussi bien du passé, mais également du futur que nous devons prendre en compte. Est-ce que vous pensez donner quelques exemples ? Bien sûr, oui, tout à fait. Puisque alors Bruno va me diriger bien entendu sur les problématiques de destruction et de disparition des grandes forêts. Alors évidemment, on va parler de la France, c'est ce qui nous intéresse, mais je vais essayer d'aborder des sujets plus larges, comme l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. L'exportation du système des pratiques européennes au XVIe siècle qui vont participer à une privatisation de la forêt mondiale et à une exploitation de type capitalistique ou en tout cas prédatrice des ressources forestières étrangères par l'Europe, et puis des exemples de destruction qui sont par exemple l'île de Pâques, même si c'est un peu polémique. Par exemple, pour prendre un exemple méditerranéen, durant l'âge du bronze, le Liban est couvert de forêts. Et les grands palais mésopotamiens et égyptiens sont construits avec des arbres qui viennent du Liban. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de cèdres au Liban. En France, c'est le sud-est français, les Alpilles, qui sont aujourd'hui un désert de pierre, quasiment. Or, lorsque les néolithiques qui sont arrivés il y a 6000 ans à peu près, c'était des forêts. C'était couvert de forêts, les Alpilles. Donc on voit bien que certaines pratiques, qu'elles soient pour des phénomènes architecturaux, pour des phénomènes économiques de production alimentaire, peuvent avoir des impacts extrêmement puissants et que l'on peut voir encore quelques milliers d'années après qu'ils aient eu lieu. A contrario, on a la Nouvelle-Guinée, qui est un des foyers de néolithisation mondiale et qui a inventé l'agroforesterie, les jardins forestiers, et qui a pendant presque 10 000 ans tiré la totalité de ses ressources alimentaires en jardinant la forêt, littéralement. Et c'est l'arrivée des Néo-Zélandais au XXe siècle qui détruit cet écosystème qui était un écosystème humain et qui, quelques années plus tard, retourne voir les Néo-Guinéens pour leur redemander de recréer l'écosystème qu'ils avaient créé, que les Européens avaient détruit, parce que c'était rentable. Alors que
la production et la gestion de la forêt par les Néo-Zélandais de Nouvelle-Guinée n'est pas rentable. Vous voyez, donc il y a des contre-exemples, il y a des exemples. Toutes les sociétés ont fait ce qu'elles ont pu, et en sachant qu'elles n'avaient pas le recul historique que nous pouvons avoir et qu'elles improvisaient pratiquement à chaque moment. Donc vous attendez un débat ce soir? J'espère, bien sûr, bien sûr. Moi, je ne suis pas un forestier, donc évidemment, je vais apprendre des choses, et je suis là aussi pour apprendre des choses, mais j'espère pouvoir apporter un éclairage autre que simplement le productivisme ou la collectivisation. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà, je suis Jean-Michel Sautreau, le maire de la commune de La Roche-Chalais, mais aussi un citoyen propriétaire forestier, et puis également conseiller départemental, président de la commission du conseil départemental qui s'occupe de la forêt, de l'environnement, de l'agriculture, donc des choses qui m'intéressent fondamentalement. Donc, qu'est-ce que vous attendez de cette soirée personnellement et vu vos fonctions? Et j'attends que différentes positions s'expriment par rapport à ce que peut être l'avenir de la forêt, qui est un poumon absolument indispensable dans notre vie naturelle. La forêt, pour moi, est un espace vivant, très, très consistant. La question sous-jacente, c'est la place de l'homme, de l'être humain, en lien avec la forêt. Quelle peut être son intervention ou sa non-intervention? Voilà un débat tout à fait intéressant, parce que la forêt était antérieure à chaque humain et sera postérieure aux humains que nous sommes aujourd'hui. Je pense que ce soir aussi, la question concernant la gestion, mode de gestion de cette forêt qui va se poser. Est-ce que vous pouvez un petit peu décrire autour de votre commune? Est-ce qu'il y a beaucoup de propriétaires forestiers? Quel mode de gestion ils ont adopté? Est-ce que vous pouvez me donner une petite carte? Alors, il y a des modes de gestion très différents, bien entendu, sachant que 99% de la forêt en Dordogne est privée. Donc, il y a aussi une liberté de gestion, bien entendu. Cette liberté de gestion peut être traversée par des événements climatiques, comme ce qu'on a connu ici en juin 2022 ou 2023, des choses très, très complexes. 2022, c'était juin 2022. De la grêle. La grêle qui a traversé, donc qui a bouleversé le paysage, bien entendu, mais sa gestion aussi. Donc, on peut avoir des avis très différents, très tranchés ou plus équilibrés. C'est aussi l'objet d'un débat tel que nous allons l'avoir ce soir. Vous attendez plutôt les échanges, le partage des expériences et peut-être les conseils pour certains? Et j'attends des conseils, j'attends des doctrines qui peuvent être différentes, j'attends des avis complémentaires, j'attends une recherche d'équilibre, sachant que la forêt appartient à des privés, mais tout le monde pourrait en profiter. Mais de quelle manière? Oui. Et votre avis personnel sur les coupes rases qu'on voit plus en plus présentes dans certaines parcelles, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Sur le fond, je crois que ça ne peut pas être considéré comme une bonne chose, mais tout dépend le pourquoi de la situation. Et donc, il peut y avoir des pourquoi très différents les uns des autres. Donc, il faut aller, je pense, un petit peu plus loin que la seule dévastation du paysage, en quelque sorte. Il faut comprendre le pourquoi, toujours au nom de la liberté des propriétaires, mais voir le pourquoi et voir vers quoi ce serait susceptible d'être mené. Voilà. J'ai eu, de par la grêle sur une partie de ma propriété, à couper ce qui existait, y compris des châtaigniers qui étaient, comme on le sait, très, très malades. Demain, ou c'est fait aujourd'hui, mais dans le lendemain à construire, qu'est-ce qu'on fait? Oui, il y a des pins qui ont été plantés, mais pas que, puisque j'ai exigé aussi qu'il y ait des chênes sur des bordures, et en masse, j'ai pas une grosse propriété, mais au départ, oui, c'était la coupe rase, parce que tout était mort de toute façon. Donc ça, c'était l'objet, tout simplement. Ça, c'est votre choix personnel, mais il y a ce type de rencontre aide aussi à échanger, à informer, à peut-être même prendre les décisions pour certains. Des décisions, d'être toujours un débat qui se veut éclairant. Voilà. Merci, belle soirée. Merci à vous. Moi, c'est Bruno Wisniewski et je suis donc formateur indépendant en botanique et en écologie. Et depuis cette année, j'ai fondé l'école des naturalistes d'Aquitaine que je coordonne.
Et là, on peut dire que c'est vous coupable de cette réunion de ce soir. Tout le monde commence à venir. On se retrouve quelques minutes avant le débat. Alors en fait, le monde là, qui va venir, c'est le fruit d'une collaboration entre la commune de La Roche-Chalais, qui nous accueille, et puis le réseau ENA, évidemment, tous les passionnés de nature également. Mais le sujet de ce soir est un sujet particulier, c'est la forêt. Et il y a une multitude d'acteurs, d'usagers qui gravitent autour de ces espaces. La commune de La Roche-Chalais doit être à 90% commune forestière. Donc voilà, il y a des personnes qui sont présentes ce soir qu'on ne voit pas d'habitude nécessairement sur d'autres thématiques. Mais la forêt est une thématique qui fédère. Donc vous pensez aux propriétaires qui sont là? Alors il doit y avoir très certainement des propriétaires privés, puisque l'ensemble des parcelles de la forêt de la Double sont privées. Certainement des représentants de coopératives forestières, des forestiers, des exploitants forestiers, et puis des personnes intéressées par ce qu'on pourrait considérer être comme un patrimoine commun au final. Et on entend de plus en plus parler de la nécessité de préserver les forêts aujourd'hui. Il y a une vraie attention citoyenne à la préservation de ces écosystèmes qui sont un peu les garants de notre vie en société en fait. Vous dites que c'est une question sensible. Pourquoi? Parce que la vie des propriétaires, ceux qui gèrent les forêts, et la vie des citoyens lambda ne sont pas les mêmes. Si on dresse un tableau qui est caricatural, mais qui dresse quand même une certaine réalité, on va dire que d'un côté, on a des personnes de la société civile, on va dire, qui peuvent être des propriétaires forestiers, mais qui sont davantage sensibles et soucieux de la préservation des forêts. Voilà. Pour les raisons qu'on évoquera ce soir, c'est ce qu'on appelle les services rendus par la forêt, l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, la fertilité des sols. Et ces collectifs-là prennent conscience que nous sommes les dépositaires de ces espaces et que nous devons le transmettre aux générations futures. Donc ça, on va dire que c'est le premier collectif qui priorise la question de la durabilité et de la transmission. De l'autre côté du spectre, on peut avoir aussi des personnes qui souhaitent avoir une économie liée à cette forêt, et se pose la question des modèles techniques pour exploiter le bois. Je vais dans l'extrême caricature, les coupes rases. Alors ce n'est pas une caricature dans le sens où ça existe, mais les coupes rases aujourd'hui correspondent à un modèle économique qui ne paraît pas soutenable. Qui ne paraît pas soutenable pour les forêts, pour les écosystèmes, pour la biodiversité et plus largement pour les sociétés humaines. Mais pour certains, ça peut être rentable. Mais évidemment, à court terme, le temps d'une vie sur cette planète, évidemment que ça peut l'être rentable. Mais c'est toute la tension, la ligne qu'il y a entre un bien privé, la forêt est un bien privé, mais en même temps, on peut considérer que c'est un patrimoine commun. Et en fait, la question de ce soir, ça va être de discuter sur comment exploiter cette forêt. C'est pas un gros mot, on a tous besoin de la ressource bois. Donc comment tirer parti, tirer profit de cette forêt, mais sans compromettre les services écosystémiques rendus par ces espaces. Merci et belle soirée, parce qu'on voit que la salle est bien remplie. Merci. On va démarrer dans quelques minutes. Le temps peut-être d'installer les dernières chaises. Voilà, on vous laisse vous installer confortablement et on va démarrer donc cette soirée dédiée à la forêt. Et en tout cas, déjà on peut dire que la forêt est un thème fédérateur, puisque nous sommes nombreux dans la salle. Nous avions prévu, je crois, une centaine de places assises. Et on doit avoir dépassé déjà un petit peu ce soir. Bien. Alors ce soir, il s'agit d'une soirée citoyenne sur la thématique de la forêt, plus particulièrement sur la thématique de l'avenir de la forêt de la Double, sa gestion durable. Une soirée citoyenne, c'est une soirée où vous aurez un temps équivalent à celui des intervenants pour vous exprimer, pour poser des questions, pour apporter votre regard, votre point de vue. On est là pour échanger, pour discuter.